aujourd'hui, quand tu vois une image, il faut toujours se poser la question de la véracité de cette image. Ouais. Et il y a une vraie notion d'éducation citoyenne à cette question. C'est-à-dire que voir quelque chose ne veut pas dire la réalité. Bienvenue dans Éclosion, le podcast où des professionnels inspirants nous racontent leurs projets de vie et leurs histoires de carrière. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on plonge dans l'univers fascinant de la création cinématographique et audiovisuelle avec Christophe Maïa Michalon, auteur, réalisateur, formateur en intelligence artificielle et fondateur de Démence Film. Christophe est un véritable pionnier dans son domaine. Démence Film, c'est un studio de production qui ne fait pas dans le conventionnel. Christophe et son équipe misent sur l'émotion pour porter des messages forts et provocants en phase avec les transformations de notre époque. Dans cet épisode, on va explorer son parcours, ses projets récents et sa vision artistique. On va aussi discuter de l'impact de l'intelligence artificielle dans la production audiovisuelle, tant sur le plan créatif que juridique, et sans oublier les enjeux écologiques, bien sûr. Christophe va nous partager ses défis, ses réussites et ses conseils. Alors installez-vous confortablement, comme nous. On est installé aujourd'hui dans le studio prêté par Alexandre Sana de Awam. On a enregistré un podcast juste avant avec lui. Alors préparez-vous pour cette conversation passionnante avec Christophe. Bonjour Christophe, ça va ? Bonjour, ça va très bien. Ouais. Merci pour cette présentation élogieuse. Tu vois, je t'ai fait plein d'éloges, mais ça va se confirmer avec le reste de c'est gentil. notre entretien. Avant de commencer, est-ce que tu peux te présenter rapidement ? Oui, alors du coup, tu as déjà bien introduit, mais du coup, effectivement, donc, je suis Christophe, je suis auteur-réalisateur. On va dire que, en fait, je suis passé d'un parcours créatif à la base, je viens plutôt du concept et de l'écriture, pour transiter, me spécialiser dans l'audiovisuel et transiter vers le métier de réalisateur. On va dire que j'aime bien toucher un peu à tous les formats. Je suis parti de la publicité, mais du coup j'ai fait pas mal de fiction, à la fois en tant que scénariste, producteur et réalisateur. J'accompagne aussi des projets de documentaires et j'en développe d'autres. Et là, depuis assez récemment, je me focus beaucoup sur l'IA. Et donc l'IA déjà, pour ce qu'elle est 100% IA, et dans la perspective d'accompagner l'hybridation de l'IA et de la production traditionnelle. Ok, pour ton parcours, tu as fait quoi comme études ? Tu as fait des études en cinématographie, Alors non, com, pas du tout. J'ai fait des études d'errance. C'est-à-dire que non, j'ai commencé par plutôt un cursus économique. Je me suis spécialisé derrière vers de la communication publicité, puis vers de la création publicitaire. Et du coup, j'ai attaqué ma vie professionnelle plutôt en tant que créatif publicitaire, concepteur et rédacteur. Ok, d'accord. Et sur la partie cinématographique, c'est quelque chose qui t'intéressait déjà depuis toujours, quand tu étais gamin ? C'était vraiment, c'était captivant pour toi de voir ça ou... Alors oui, j'ai toujours été intéressé par l'image de manière générale, mais c'est vrai qu'au départ je me destinais pas du tout à ça. J'avais plutôt, je m'étais plutôt destiné à devenir écrivain. C'était ça que je voulais faire à la base. Et du coup, ça a un peu conditionné tout le début de mon parcours. Et je suis un peu arrivé au cinéma par hasard, puisque deux amis à moi avaient monté un studio de production, et en gros ils m'ont appelé parce que ils avaient de l'argent public sur les bras qu'ils devaient dépenser pour un projet qui était tombé à l'eau, et ils m'ont appelé à la base pour écrire un film. Pour écrire le scénario ? Ouais, c'est ça, pour écrire le scénario du film. Et le film a cartonné, et en fait on s'est dit que c'était l'occasion de monter un projet de boîte ensemble. On propose du coup à la fois eux leurs compétences de réalisation et de production, moi mes compétences d'écriture, et c'est comme ça qu'est né Saint-Gingembre, qui a eu tout de suite comme volonté de développer un projet de cinéma. Et en fait c'est par le développement de cette activité-là que je suis vraiment rentré dans le vif du sujet, et que ça m'a donné envie de remettre de l'image dans mon parcours, chose qui à la base était plus quelque chose que je faisais de manière amateur, avec de la photo, du dessin, de la peinture. J'avais jamais pensé que ce soit mon métier. Ouais, d'accord, ok. Et du coup, l'arrivée de l'intelligence artificielle, ça t'a propulsé dans un autre univers, quoi. Ouais. C'est parce que toi, t'écris des scénarios, storyboards, tout ça, etc. Et du coup, ça permet de visualiser ces idées-là. Ouais, même si j'étais passé à la réalisation déjà depuis 2 ans avant l'arrivée de l'intelligence artificielle. D'accord. Donc j'étais déjà passé à l'image avant, mais c'est vrai que l'IA a fait que maintenant je fais vraiment plus que ça, quoi.
Ok. Et c'est quoi tes sources d'inspiration? Tu as des inspirations, des influences dans ton travail en tant qu'auteur, auteur-réalisateur? Alors j'ai pas mal d'influences effectivement. Ouais. Du cinéma évidemment. Je suis influencé plutôt par des réalisateurs soit qui font des choses très expérimentales comme Gaspard Noé, soit très pop comme Tarantino. Ah ouais, j'adore. Ouais, ce genre de choses. Voilà. Je pense que j'ai un peu un Cet univers. univers-là, ouais. Ouais, j'ai un peu à la croisée des deux. J'aime bien faire des choses qui soient à la fois subversives, à la fois un peu expérimentales. D'ailleurs, je pense que c'est pour ça que l'intelligence artificielle m'a tout de suite animé. Et j'ai toujours eu cette volonté de faire des projets qui étaient pop. Même, je pense que c'est aussi mon héritage publicitaire qui fait ça. Même dans mes projets publicitaires, il y a toujours eu cette idée-là. Et après, je suis beaucoup inspiré aussi par la musique, puisque je mixe aussi et tout ça, donc, et par la littérature, puisque j'ai beaucoup lu quand j'étais jeune, notamment la littérature américaine, Bukowski, Bret Easton Ellis et tout ça. Enfin, c'est un peu tout ce mélange d'univers qui m'anime dans chacune de mes créations. Yes. Et qu'est-ce qui t'a motivé à fonder Démence Film? C'est quoi justement le message principal que tu souhaites véhiculer à travers tes prods et ton univers? Alors, à la base, Démence Film, c'était vraiment une boîte que j'ai fondée vraiment pour le développement de mes projets cinéma et documentaire. Donc, à la base, j'avais pas forcément vocation à y remettre une activité, on va dire, commerciale. Okay. Mais évidemment, en fait, du coup, le développement de ces activités artistiques nécessite quand même un afflux d'argent. Ouais, d'argent. Ouais. Et en fait, au bout d'un an, on va dire, d'activité de développement, c'est là où j'ai recommencé à me dire, ok, il faut y mettre une dimension rentabilité. Bien sûr. Voilà, là-dedans. Du coup, j'ai recommencé à faire de la pub au départ, et en parallèle, par curiosité, en fait, au final, j'ai commencé à implémenter l'intelligence artificielle au départ plutôt dans la partie concept, développement business et tout ça avec ChatGPT. J'ai beaucoup pensé ChatGPT à la base. J'ai beaucoup travaillé sur des robots un peu automatisés qui aident à la structuration de scénarios pour développer justement mes propres scénarios dans un premier temps. Donc c'est comme ça que j'ai vraiment approfondi ChatGPT. Évidemment, du coup, je suis passé par l'image pour tout ce qui était moodboarding et tout ça. Donc à la base, l'IA était vraiment un soutien au développement de projets fiction. Ouais. Et en fait, en septembre, il y a une de mes réalisatrices qui m'a demandé, encore une fois, de lui écrire un projet en IA. Donc je suis encore une fois rentré par l'écriture. Donc je l'ai accompagné sur ce projet-là. Du coup, je l'ai accompagné aussi dans toute la structuration de son workflow et tout ça. Donc j'ai une idée assez précise de comment on faisait un film en IA. Et en novembre, je me rappelle, c'était un dimanche pluvieux. J'avais plein d'idées en tête, en fait, de trucs que j'avais envie de mettre en image, et j'ai décidé de faire un projet genre sur des caniches roses aristocratiques qui vivent dans un espèce de château. Et je l'ai publié sur les réseaux le lundi, et ça a fait vraiment l'effet d'une détonation, quoi. J'ai vraiment reçu plein de sollicitations. Et en fait, j'ai compris que le marché... En fait, j'avais une mauvaise vision du marché parce que j'avais toujours une curiosité approfondie sur l'IA, mais en fait, beaucoup de gens n'avaient pas encore pris la mesure de la transformation qui était à l'œuvre. Du coup, beaucoup de gens m'ont contacté à la fois du coup pour que je les acculture à l'IA, que je les accompagne dans la structuration de leur activité vis-à-vis de l'IA, que je les forme à l'IA, et que du coup je monte des projets en tant que producteur-réalisateur en IA. Et en fait, c'est comme ça que ça a commencé. Et en fait, très rapidement, ça a vraiment explosé, parce qu'en fait, on a un tournant de marché énorme, et tout le monde est en train de s'en emparer là actuellement. Ouais, c'est clair. Ouais. Et tu parlais du caniche rose là tout à l'heure. Comment tu choisis justement tes thèmes, tu vois, ou les sujets que tu as envie de traiter? En fait, l'avantage de l'IA, c'est que c'est vraiment l'inverse de l'audiovisuel. Il y a un truc qui m'a... je suis vraiment passionné par ce secteur de l'audiovisuel, mais il y a un truc qui est vraiment et une vraie souffrance pour toutes les personnes qui y travaillent, c'est qu'entre le moment où on a l'idée et le moment où on peut la diffuser, il se passe souvent 2 ans, quoi. Et du coup, il y a quand même une dénaturation, pas une dénaturation, parce qu'il y a un enrichissement de l'idée, c'est un processus qui est ultra intéressant en soi-même artistiquement, mais qui du coup reste très frustrant. L'avantage de l'IA, c'est que à partir du moment où j'ai l'idée, au moment où je la diffuse, déjà il peut se passer qu'une journée, mais plus traditionnellement entre 1 semaine et 2 semaines. Et du coup, ça permet justement de un peu mettre en image tout ce qui
te passe par la tête, et du coup de rajouter une vraie dimension d'expérimentation dans ce que tu fais. Donc par exemple les caniches roses, en fait c'est juste issu d'une liste d'idées, de choses d'univers qui pouvaient me paraître intéressants visuellement au milieu de centaures motorisés, de choses comme ça. Mais j'avais toute une liste de choses qui m'intéressaient, et tout d'un coup je me suis dit tiens, ces caniches roses aristocratiques, c'est marrant. Et du coup, j'en ai fait une image, je me suis dit, tiens, l'image est jolie, j'en ai fait une animation, et en fait, j'en ai fait plein d'autres, et en fait, l'univers me faisait marrer, donc du coup, j'en ai structuré une histoire, parce qu'à l'époque, une sorte d'histoire, une proto-histoire, parce qu'à l'époque, les outils ne permettaient pas de vraiment créer une histoire, mais voilà, j'en ai fait un film, et je l'ai diffusé, quoi. En fait, c'est ça, c'est que tu as une idée, tu vas commencer à la tester, quoi, sur l'intelligence artificielle, jusqu'à ce que tu sois satisfait à peu près du résultat, quoi. Ouais, c'est ça, exactement. Et du coup, ça donne aussi la possibilité d'étendre ce processus jusqu'à peut-être de la mise en image réelle. Donc là, en fait, c'est trop récent pour qu'il y ait des vrais projets réels qui aient émergé de tout ça. Mais là, par exemple, récemment, j'ai fait un projet où en fait, on est dans un huis clos, dans une salle avec une vitre sans teint, avec une femme qui semble être schizophrène et qui, a priori, voit un reflet de lapin rose dans son miroir. Donc ça, pareil, ça a été un processus très expérimental, itératif. En fait, je me suis juste dit, ce projet est hyper intéressant, je vais essayer de le développer sur un format plus long, peut-être de 20 minutes, un projet de court-métrage qui peut être soit 100% pur audiovisuel, soit éventuellement hybride IA, et en fait, l'IA peut être soit le starter d'un projet vraiment réel, soit en fait le starter d'un projet qui restera juste IA, mais je veux dire, c'est vraiment un prolongement de l'idée, et qui permet de matérialiser très vite une idée. Et je pense que ça, c'est dans un processus artistique, c'est vraiment hyper intéressant. Dans un processus artistique, il n'y a pas de limite à l'IA, à l'intelligence artificielle. Tu peux faire ce que tu veux. Non, tu peux pas faire ce que tu veux. Il y a vraiment des limites techniques dans l'aboutissement de ce que tu peux faire. Mais en fait, les outils évoluent tellement vite que de semaine en semaine, les exemples que je vais te donner là vont peut-être être réglés la semaine prochaine. Limites. Ouais. Au début, quand j'ai fait les caniches roses, par exemple, c'était très compliqué d'avoir un univers cohérent. C'est-à-dire que chaque plan avait un peu son style à lui, qui allait du cartoon au réalisme. Et c'est un problème qui a été très vite réglé dans une mise à jour mi-journée qui est arrivée, je crois, en début 2025. Et d'autres outils aussi qui ont un peu réglé ce problème à leur manière. Chaque outil règle un peu le problème à sa manière. Il y avait peu de contrôle, de mouvement de caméra et tout, c'est des choses qui ont été réglées pareil en 2025. Il y a eu longtemps un problème de cohérence de personnages. Pareil, Midjourney a mis en place des trucs qui ont un peu réglé ça. Pareil pour la cohérence de décor. Et là, ChatGPT, il y a 2 semaines, a mis à jour son modèle d'image. Et notamment pour ce film avec ce miroir sans teint et tout ça, j'ai utilisé uniquement ChatGPT. Il y a une cohérence de personnages, de décor et tout ça qui est incroyable. Donc là, aujourd'hui, je pourrais encore parler de problèmes sur des scènes de dynamique, d'action. Il y a encore des problèmes d'hallucination, on appelle ça. Mais hier, Kling a sorti une mise à jour sur son modèle qui, a priori, est en train de régler ça. Donc voilà, en fait, au fur et à mesure, les problèmes se règlent. Je pense qu'il y a un problème qui va mettre beaucoup de temps à être réglé, c'est le contrôle sur le jeu d'acteur. C'est-à-dire que c'est très, très compliqué aujourd'hui d'avoir un contrôle fin d'une IA pour l'interprétation, le jeu d'acteur, ce qui fait qu'on est quand même assez limité dans la palette d'émotions, notamment, et en plus la génération vocale est quand même pas ouf, et la synchronisation labiale n'est pas ouf non plus. Donc ça, je pense que c'est des problèmes qui vont être réglés avec le temps, mais j'ai envie de dire tant mieux, parce qu'il y a vraiment une dimension... je rêve pas du tout d'un monde où tous les projets soient faits en IA. Je pense qu'on aurait une énorme perte créative à ça, parce que le cinéma, c'est aussi beaucoup la collaboration entre les métiers, et notamment la collaboration avec les acteurs. Et je pense que le fait de devoir garder des acteurs dans l'interprétation, c'est une vraie chance aujourd'hui, et j'ai pas hâte qu'on ait réglé ce problème-là. Est-ce que tu as ressenti des fois des frustrations, tu vois, quand tu vois le résultat, que tu mets ton prompt, je sais pas du tout comment ça marche. Ouais. Il y a toujours en fait, le truc, c'est que c'est dur de ressentir de la frustration donc il y a de la frustration, c'est-à-dire qu'on n'obtient pas toujours ce qu'on veut, et en fait c'est un peu le deal de devoir faire avec ce qu'on a, mais en fait un peu comme la réalisation, on a toujours des limites, on a du mal à exprimer clairement à ses équipes ce qu'on cherche, l'acteur ne va pas donner l'interprétation exactement qu'on veut, donc c'est aussi un peu le travail de réalisateur d'arriver à approcher de sa vision avec les contraintes même financières qu'on a. Donc il y a cette frustration-là, mais en fait l'outil a un côté tellement
magique. Et on est tellement peu habitué en fait aujourd'hui, encore, peut-être que dans 10 ans, quand je dirai l'IA, ce sera différent, mais il y a encore ce côté émerveillement à chaque fois qu'une image est générée, que, c'est vrai, que cette surprise surpasse complètement l'aspect frustration. Quoi. Ouais, en fait, ça te challenge du coup. Ça te dit, putain, s'il est capable de faire ça, attends, je vais essayer de lui faire autre chose. Ouais, c'est ça, et des fois, ça t'amène vers d'autres pistes créatives aussi. Et en fait, l'IA permet aussi un truc qui était compliqué de faire en audiovisuel, à moins d'être très riche, c'est de pouvoir écrire ton histoire au fur et à mesure en construisant plan par plan. Voilà, ça c'est un truc, à part si tu avais à disposition, c'était un peu ton mode de fonctionnement, mais genre des équipes techniques, Gaspard Noé, Keshish font un peu ça, tu vois, mais des équipes techniques et des acteurs sur place et que tu construis un peu sur plateau ton film, sans IA c'est quand même très compliqué. Il faut... l'audiovisuel nécessite des systèmes de financement qui fait que ton film doit être entre guillemets figé sur papier avant d'être écrit. Avec l'IA on dépasse un petit peu ce problème là, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Du coup, comment tu vois, on en a parlé un petit peu de l'évolution de l'intelligence artificielle, mais dans le domaine de la création cinématographique, il y aura de plus en plus d'intelligence artificielle, il y aura de moins en moins d'acteurs, il y aura de moins en moins de réal. Je pense qu'à court et moyen terme, l'IA va beaucoup s'introduire par les VFX et qu'il y a beaucoup de... En fait, en gros, les VFX, c'était un poste de... VFX, c'est quoi, pardon, c'est les effets spéciaux. D'accord, ok. Les effets spéciaux. C'était un gros poste de dépense et donc du coup, ça faisait que beaucoup de styles cinématographiques étaient un peu préemptés par des gros studios. La science-fiction, les films d'action... Ouais, genre Pixar, les trucs comme ça, quoi. Ouais, voilà, donc ça c'est vraiment l'animation. L'animation, ouais. Mais effectivement, même l'animation était préemptée, enfin ça demandait beaucoup de ressources. Donc ça, je pense que ça va un peu libérer la créativité des petits studios avec l'IA qui en fait réduit par, je sais pas, entre 10 et 100 le coût des effets spéciaux. Même par exemple les scènes de cascade et tout, c'est des choses qui sont aujourd'hui faisables relativement facilement en IA. Et en fait, on estime que... on va dire, aujourd'hui, on va avoir une baisse de 80% des tournages vis-à-vis de l'IA, parce qu'en fait, il y a plein de choses qui sont pas possibles, qui sont encore plus faciles à faire en réel qu'en IA, notamment pour ces questions de cohérence de jeu d'acteurs et tout ça. Après, je pense qu'il y a vraiment un gros marché qui va très très vite transiter vers l'IA. C'est des marchés qui, en fait, au final, ne cherchaient pas spécialement la cinématographie comme la publicité et tout ça. Ça fait quand même un bon moment qu'on a l'impression que les publicités sont générées en IA avec il y a quand même une esthétique un peu factice, un peu lisse. Donc en fait tout ce secteur là effectivement à mon avis va très très vite transiter vers l'IA. Donc ce qui va poser quand même de gros problèmes sur tous les métiers qui étaient dépendants de ça, parce qu'il y avait quand même beaucoup d'intermittents qui étaient partiellement dépendants de ces métiers là, notamment en début de carrière et tout ça, mais même plus tard. Donc je pense que il va y avoir un problème sur le marché de l'emploi. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont par exemple perdre leur intermittence à cause de ça. Et ça demande une réflexion par rapport à ça, une perte de savoir-faire et tout ça. Mais après, en fait, en gros, c'est une double transformation. Donc il y a beaucoup d'effets négatifs qui vont arriver, il y a beaucoup d'effets positifs. Je pense que du coup, tu parlais de est-ce qu'il y aura moins de réalisateurs. Je pense que potentiellement, il y en aura plus parce qu'on aura besoin de moins d'argent pour faire des films. Donc du coup, peut-être qu'il y aura plus de projets qui sont financés. Donc voilà. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il va y avoir une augmentation exponentielle du nombre de contenus vidéo qui vont sortir. Donc à la fois genre, la possibilité d'émergence pour plein de talents, mais à la fois aussi un problème de je sais pas comment dire ça, mais... de film obésité, c'est-à-dire que genre de surconsommation, de surconsommation de films, et du coup une difficulté à émerger évidemment. Ça va être compliqué. Genre, je le vois moi déjà dans les milieux du film IA. En fait, il y a des nouveaux acteurs qui arrivent chaque jour et c'est pas, arriver à mon niveau en IA, ça m'est pas, c'est pas très long. Donc en fait ensuite ça se joue, techniquement je veux dire. Techniquement, ouais. Après ça se joue du coup à ta culture, à ta créativité, à ta culture audiovisuelle. Ouais, ton univers quoi. Ouais, c'est ça. Construit, ouais. Mais bon, t'as plein de films du coup qui sortent et qui émergent.
Ouais. Et on parlait de métiers qui vont disparaître, de métiers qui vont émerger. Justement, tu donnerais quoi comme conseil à un jeune aujourd'hui qui souhaite se lancer dans des projets artistiques comme ça, devenir, je sais pas, réalisateur, se lancer dans le cinéma tu lui donnerais quoi comme conseil? Vraiment d'intégrer directement tout de suite l'intelligence artificielle dans ses projets, de se former, de venir te voir? D'intégrer dans ses projets, ça je pense que c'est un peu à la libre interprétation de chacun et à la veine artistique que tu veux développer. Tu vois, je pense que c'est pas nécessaire. Enfin, si tu veux faire des choses qui sont par exemple très réalistes et tout ça, l'IA servira pas à grand chose en image générée à 100%. Ouais. Par contre, je conseille vraiment fortement d'intégrer l'IA dans le processus artistique au niveau de l'aide au scénario. Déjà, je pense que c'est un vrai plus. Enfin, moi, j'ai mis des dizaines d'années à apprendre la théorie du scénario. Je pense que l'IA peut t'aider beaucoup et te donner notamment des retours sur tes scénarios qui peuvent te faire progresser très vite, ce qui ne remplace pas non plus les retours de tes proches ou des professionnels. Je pense que c'est indispensable de l'intégrer aussi dans le développement de la direction artistique des univers qu'on a. On a la chance aujourd'hui de pouvoir faire des storyboards très très aboutis et de creuser une vraie vision artistique. Et ça va être utile déjà dans la professionnalisation des dossiers qu'on dépose aux institutions et tout ça, et ça va être aussi hyper utile dans la collaboration avec les équipes en costume, en décor et tout ça. Donc je pense que c'est important d'intégrer. Et après, effectivement, il y a une aide aussi sur tous les métiers. Alors sur la production, il y a une aide énorme aussi sur juste faire des dépouillements de scénarios, aide à la production et tout, il y a d'énormes aides. Et en post-production aussi, il y a des aides. Mais je pense qu'il y a plein d'endroits où on peut intégrer l'IA. Ça ne veut pas forcément dire qu'il faut qu'on génère des images dans tous ces projets. Ouais, mais ça peut être des outils de productivité, quoi. Exactement, de productivité ou d'approfondissement de la vision artistique. Ok. Tu utilises quoi comme outil? Toi, c'est quoi tes outils préférés? Donc ChatGPT, Midjourney? Alors vraiment, j'utilise au moins une dizaine d'outils, je pense. Une dizaine d'outils? Et je pense que chaque semaine, un peu en fonction des demandes que j'ai, je mets de nouveaux outils dans ma boîte à outils, parce que je peux pas tout tester. En fait, ce qui est sûr, c'est que tu passes beaucoup de temps à tester les outils? Je passe beaucoup de temps à me renseigner sur les outils qui sortent. Ouais. J'essaye de les classer et d'avoir une idée. J'ai sur mon Notion toute une page d'outils avec une description de ce à quoi ils servent. Je peux pas tous les tester parce que déjà ça coûte cher. Mais du coup, dans mon workflow de base, effectivement, tout commence à peu près par ChatGPT. Ouais. J'utilise pas beaucoup d'autres modèles de langage. Ensuite, sur la génération d'images, j'utilise en particulier Midjourney la plupart du temps, et un peu ChatGPT aussi. Sora. Ouais, Sora. Alors pas dans la partie vidéo, mais du coup le modèle d'image. Qui est du coup DALL-E 3, qui permet du coup d'avoir justement des images cohérentes ou de faire de l'édition d'images qui ont été créées par Midjourney. Et ensuite, donc après, je sais qu'il y a aussi d'autres IA comme Ideogram qui sont bien si tu veux intégrer du texte. Et il y a Rêve aussi qui est Rêve IA qui est très bon pour du réalisme. Même si la nouvelle version de Midjourney fait très bien le taf aussi. Et après, c'est sur la partie vraiment vidéo, où là, c'est une explosion de possibilités. Moi, j'utilise en grande partie Kling 1.6. Même il y a la 2.0 qui vient de sortir avant-hier. Mais aussi un peu VO2, le modèle de Google, mais qui est cher. Un peu Ray 2, qui est bon sur les scènes d'action. En fait, en gros, généralement, j'anime sur Kling, et quand je vois que j'arrive pas à obtenir ce que je veux sur Kling, je passe sur les autres modèles qui me servent un peu d'option B, C, D, et voilà. Ouais. Et c'est un mélange, quoi. Ouais, c'est exactement, c'est un peu un panel. Un panel, ouais. Et après, sur la génération vocale, j'utilise en particulier Eleven Lab. Eleven Lab, ouais. Des fois, un petit peu le modèle. C'est là qu'on trouve la petite voix qu'on entend partout là, sur les TikTok ou Instagram, la voix Adam. Oui, c'est là, exactement. Mais t'en as d'autres aussi, genre qui marchent un peu mieux. Ouais. Mais t'as pareil, un peu un problème d'interprétation, ça marche bien pour des voix off ou des trucs comme ça. Ouais. Mais dès que tu veux commencer à faire jouer des acteurs, la voix intégrée dans Kling, tu peux avoir un panel, t'as un choix de 6 émotions, donc tu peux déjà jouer avec des trucs, mais tu peux l'utiliser qu'en anglais. Il n'y a pas d'émotion, sinon. Ouais, c'est ça. C'est très lisse. Ouais, t'as du mal. T'as la ponctuation, quoi, mais. Ouais, c'est ça, mais en fait, en vrai, c'est très limité. C'est très limité, ouais. Et sur Kling, tu peux utiliser du coup qu'en chinois et en anglais, donc c'est du coup très limité aussi. C'est clair. C'est vrai. Et voilà, à moins de retraduire du coup la voix derrière avec Eleven Lab. Enfin, il y a des possibilités. Ouais, tu l'enregistres et puis tu l'importes. Donc mais ça te met un workflow un peu plus compliqué, quoi. Mais en fait, tu fais varier la complexité de ton workflow
en fonction de l'exigence que tu as dans ton projet, de ce que tu veux faire derrière. Tu peux enregistrer ta voix aussi. Ouais, tu peux enregistrer ta voix. Mais pour l'instant, j'ai eu des résultats très mauvais avec. Donc, mais après, j'ai peut-être une mauvaise diction, l'IA me comprend mal et tout. Ouais, il faut faire plusieurs tests. Ouais, voilà. Après, tu as aussi la possibilité de faire doubler tout simplement tes films par des comédiens et c'est très bien aussi. Exactement. Voilà. Mais, ça peut être pas mal. Ouais. Là, par exemple, je viens de faire une pub télé, cinéma. Bon, bah voilà, on a fait doubler la pub par un comédien. L'audio, c'est important. C'est même presque plus important que ce que tu vois. Ouais, vraiment, ça marque vraiment la qualité d'un projet, donc c'est important. Carrément. Cool. Alors, tu vois, parmi tout ça, comment tu fais pour assurer que l'originalité et la diversité artistique soient pas compromises par l'utilisation de l'intelligence artificielle, tu vois? Je veux dire, tu as des idées, ton originalité et tout ça. Est-ce qu'il y a une influence de l'intelligence artificielle, de l'outil sur ton originalité? Dans les idées? Ouais, dans les idées, ouais. Alors, en fait, sur la partie des idées, j'utilise vraiment l'IA de manière très différente en fonction de chaque projet. Et vraiment comme un ping-pong et un processus itératif. Ouais. Donc mes idées viennent d'un peu partout comme avant. Je note beaucoup de choses. Je lis, je m'intéresse à, je sais pas, à des mythes. Je regarde plein de films. Dès que j'ai une idée qui m'intéresse, je la note. Donc je pense qu'en termes d'uniformisation des idées, comme au final mes scénarios finissent toujours par être écrits à la main, il y a évidemment un risque, mais il est quand même mesuré. Là où ça peut être compliqué, c'est que en fait, l'IA a des politiques de restriction et qu'il y a des choses que du coup je peux pas mettre en image avec l'IA. Et du coup, il y a un vrai problème avec les projets IA par rapport à ça. Ça réduit ton champ d'expression, c'est clair. Ouais. Mais du coup, comme je me limite pas que au projet IA, c'est quelque chose que je peux compenser dans mon œuvre en général. Et après, c'est évident que les outils de génération ont une patte IA. Et du coup, que j'essaye de compenser par une définition très précise des styles que je veux mettre en place. Ouais. Et beaucoup d'expérimentation justement de différents styles pour créer sur le long terme une patte artistique qui me corresponde, en sachant que j'ai aucun doute sur le fait que la granularité de style va évoluer avec l'IA et que tu pourras de plus en plus être précis, quoi. Ouais, être précis. Et surtout, tu pourras aussi nourrir les IA de ce que tu as fait aussi avant. Donc, du coup, justement, définir aussi ta patte comme ça. Donc, oui, en fait, il faut garder en tête que l'IA n'est pas un outil neutre, mais que du coup, c'est comme faire de la peinture à l'huile. Tu vas avoir un rendu spécifique. L'IA a un rendu spécifique, quoi. Donc, tu peux faire plein de choses en peinture à huile, mais ça restera de la peinture à huile. Et du coup, l'IA, c'est la même chose. En gros. Okay. Tu te laisses pas influencer par l'outil, tu utilises l'outil justement pour ce qu'il sait faire. Ouais. Okay. Je vais pas chercher à l'utiliser. Et ça, c'est un conseil que tu donnerais aux jeunes qui souhaitent intégrer l'IA dans leur projet artistique, c'est-à-dire vraiment utiliser l'intelligence artificielle, comme tu le disais tout à l'heure, tu vois, comme si c'était de la peinture à l'huile. Tu utilises cet outil-là, tu fais des choses qui vont avec ce style, quoi. Et souvent, par exemple aussi, du coup, sur la partie plus commerciale, j'ai envie de dire à mes clients. Si vous cherchez vraiment de l'hyper-réalisme, allez tourner des gens, allez filmer des gens, parce qu'en fait... Ouais, la vraie vie, quoi. Ouais, exactement. Du coup, l'IA, c'est dommage d'utiliser l'IA pour faire de l'hyper-réalisme. En gros, il y a aussi une notion de sincérité dans l'utilisation des outils que tu utilises et transparence. Alors ça, c'est clair. Il y a une vraie notion de transparence aussi avec l'IA. Je pense que l'IA doit pas servir. De toute façon, c'est simple. C'est du deepfake, quoi. Et c'est un vrai problème. Et ça va être un vrai problème dans nos sociétés de manière... De faire la différence entre la réalité et la fiction. Ouais. Et je pense qu'il y a... en tant qu'artiste, il y a une vraie sincérité à avoir sur l'utilisation des outils IA. Tu les utilises. Dans tes films, à un moment, si tu utilises de l'IA, c'est pas un problème d'utiliser de l'IA, mais en même temps, c'est un problème de mentir sur le fait que tu utilises. Ce serait comme mentir sur le fait qu'on a fait des effets spéciaux et que, du coup, on a vraiment fait exploser une moto alors qu'en fait, on l'a fait en 3D. Non, du coup, il faut être transparent sur le process qu'on utilise. Donc, il y a une notion de ça. Et en fait, il y a aussi une notion de... En fait, on va avoir une vraie transformation du rapport qu'on a à l'image. Et ouais, c'est juste mensonger d'essayer de faire passer un contenu généré par IA comme un contenu véridique, authentique. C'est du deepfake, quoi. C'est la même chose que d'aller faire parler quelqu'un qui a jamais dit ça.
C'est la même chose, c'est tromper son interlocuteur. Et en fait, et la question va se poser à l'avenir, et se poser déjà dans la publicité, c'est-à-dire que la publicité qui faisait de la retouche de mannequins et qui du coup faisait des corps qui étaient en fait impossibles à reproduire physiquement, le problème ne vient pas de l'IA, il était déjà là avant, quoi. En fait, le problème, ça vient de l'humain, quoi, et on a envie de voir des belles choses, je sais pas, même si on a envie, finalement, on nous les sert, quoi. Oui, ça vient de l'humain, ou même de la société dans laquelle on vit, c'est-à-dire que les outils ont les biais les outils ont les biais de la société dans laquelle on vit, et les IA en particulier, puisqu'elles sont nourries par toute l'iconographie moderne qui a été créée, moderne ou ancienne, mais en tout cas on a créé tellement d'images, j'ai plus les chiffres en tête, mais c'est hallucinant. Je pense qu'on a créé bien plus d'images, je sais pas quel est le rapport, mais ces 10 dernières années que ces 20 derniers millénaires, donc et en fait du coup la société qui a créé ces images est biaisée, donc les IA sont biaisées, mais notre société est biaisée, et l'IA reproduit les schémas. Et charge à nous d'ailleurs de créer une nouvelle iconographie, mais ça dépasse même le cadre de l'IA. Il faut considérer ça comme du divertissement, quoi. Ça reste du divertissement, c'est pas la réalité, quoi. Oui, mais c'est pas que, à mon avis, c'est pas que du divertissement, puisqu'on va aussi utiliser l'IA à des fins autres que du divertissement, peut-être d'information. Je pense que l'IA peut énormément être utilisée sur des documentaires. Comment ? Des choses politiques aussi, peut-être, tu vois. Alors déjà, ça va exister. Ça existe déjà aux États-Unis. Les outils, heureusement aujourd'hui, c'est encore utilisé avec des choses de manière assez grossière, mais il y avait notamment cette image de Kamala Harris qui avait été publiée par Trump en communiste. Je ne me rappelle plus exactement de l'image, mais de toute façon, il y a eu plein de contenus qui ont été faits. Aberrant, quoi. Ouais, il y a eu plein de contenus qui ont été faits dans les deux camps. Je pense qu'en fait, c'est tellement facile aujourd'hui de faire un contenu audiovisuel que tous les champs de la société vont être impactés, tous. Et même dans le journalisme, aujourd'hui, si tu veux faire un reportage, avant, tu utilisais des images d'illustration qui étaient des images stock, qui n'étaient pas forcément plus réalistes que des images IA. Oui, bien sûr. L'IA, c'est le prolongement aussi d'images stock. Donc même dans le domaine de l'information, la documentation et tout, les images IA vont être utilisées. Mais voilà, il faut avoir une réflexion par rapport à ça. Et même j'avais entendu une réflexion qui était hyper intéressante vis-à-vis de ça, et que je lis pas trop d'ailleurs sur l'IA. En fait, avant l'invention de la photographie, c'était évident pour tout le monde qu'une image était une image, et que du coup il y avait une dimension de modification, et que quand tu voyais un tableau, le couronnement de Napoléon, c'était évident pour tout le monde que ça s'était pas passé comme ça, et qu'il y avait une dimension d'interprétation politique et tout ça. Artistique aussi, artistique et tout ça. Maintenant, l'IA remet ça dans l'histoire de l'humanité, qui avait un peu disparu depuis un siècle, mais en même temps, ça n'a pas duré très longtemps. Cette idée et qui, en fait, devrait être là, au final, depuis des décennies, puisqu'en fait, avec Photoshop et tout ça, la question se posait déjà. Aujourd'hui, quand tu vois une image, il faut toujours se poser la question de la véracité de cette image. Et il y a une vraie notion d'éducation citoyenne à cette question. C'est-à-dire que voir quelque chose ne veut pas dire la réalité. Il faut fact-checker et tout ça. Et en fait, c'est la question de fake news, de théorie du complot et tout. Ça vient pas de l'IA non plus. Ça va être amplifié par l'IA. Mais du coup, il faut mettre en place des politiques d'éducation et de... Ouais, carrément. Voilà. Ouais, c'est clair. Mais tu vois, ça me fait penser à un truc, là, tu vois, ces photos... Tu sais, quand ils découvrent des exoplanètes, incroyable, on a découvert une exoplanète, et là, tu as l'article, tu vois, avec l'exoplanète. Ouais. Si tu vois la planète bleue, machin, t'as l'impression que c'est une vue d'artiste, quoi. Ouais, une vue d'artiste, c'est ça. Et je suis sûr qu'il y en a plein qui pensent que c'est vrai. Ah, mais j'en suis persuadé. Qui vont vraiment photographier. Ah, mais j'en suis persuadé. On l'a toujours pas vu, mais... Oui, c'est vrai. Oui, mais j'en suis persuadé, mais c'est effectivement... Mais c'est écrit dessus, hein, vue d'artiste. Vue d'artiste, c'est tout petit, ouais, c'est clair. Tu vois, pour pas polluer l'article. J'ai vu une vidéo il y a pas longtemps, je crois que c'est dans les dessous des cartes de Arte, très bonne émission, sur justement une vidéo générée par IA où tu voyais un film qui semblait être un film un peu en noir et blanc, film d'époque, où tu voyais des géants porter des blocs de pierre pour construire des pyramides. Et il y avait des gens dans les commentaires qui prenaient au premier degré cette vidéo. Donc déjà, il y a une incohérence, un anachronisme énorme, puisque évidemment qu'on n'avait pas
de processus de captation à cette époque-là, donc le contenu ne peut pas être authentique, mais des gens y croient, mais bon, ça a toujours été... ça a toujours été comme ça, ouais. Ça a toujours été comme ça. Et ce sera d'ailleurs toujours comme ça, il y aura toujours des franges de la population qui sont pas suffisamment éduquées à ces questions-là, qui vont y croire, et c'est un problème de politique publique. Mais là, c'est un cas extrême, si tu veux, mais il y a vraiment des fois où tu peux tomber sur une image, une vidéo, etc. et te poser... Même si tu es éduqué, tu te dis, attends, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, quoi. Oui. Est-ce que enfin, je veux dire, est-ce que c'est vrai, pas l'information, mais est-ce que l'image que je vois est une image réelle ou générée par intelligence artificielle? Moi, peut être le cas, hein. Moi-même, je me pose très souvent la question, mais pas tout le temps. Enfin, tu vois, alors qu'en vrai, j'en fais tous les jours de lire. Tu deviens un peu sceptique après. Je deviens un peu sceptique, mais c'est vrai que... C'est trop bien fait. Et des fois, admiratif d'ailleurs de la qualité de la contrefaçon. Tu vois. Mais c'est vrai que par exemple, quand je lis un article, quand je regarde un truc, je me pose pas la question à chaque plan de est-ce qu'il a été généré par IA. Donc c'est vrai que ça doit être une sorte de... En fait, ça doit être une sorte d'hygiène intellectuelle. Ouais. Mais c'est vrai que on est à l'abri de rien. On peut toujours se faire arnaquer. Voilà, moi je fais de la publicité depuis 15 ans, donc mon métier c'est un peu l'arnaque intellectuelle de base. Mais ça m'est déjà arrivé de me faire arnaquer par des mecs qui me promettent mettre mon monde des merveilles et de courir et genre de me rendre compte au bout d'un jour que je me suis fait arnaquer. Enfin, en gros, en fait, ça remet un peu, même d'un point de vue philosophique, l'homme à sa place. Il y a eu un peu le mythe avec Internet qu'on était capable d'accéder à toutes les informations, mais en fait, une information peut être pourrie. Et en fait, et ça a toujours été le cas, ça sera toujours le cas. Et en fait, au moins, l'IA, c'est tellement facile de falsifier une information que ça devrait rendre tout le monde sceptique. Ouais. Et en fait, mais de manière générale, tout le monde devrait être sceptique, quoi qu'il arrive sur une information. Une information peut, même si elle est écrite par un être humain, elle peut être même si orientée, sans dire qu'elle est fausse, elle peut être orientée. Exactement. Même si elle est racontée par tes parents, au final, par tout le monde. Par tout le monde. Enfin, tout le monde ment. Je pense que c'est en fait, c'est une utopie philosophique vers laquelle on peut vouloir tendre. La vérité, l'honnêteté et tout ça. Moi, personnellement, j'essaie d'y tendre et tout ça, mais factuellement, ça reste une utopie. Et voilà. L'IA... En fait, quand tu es sur un réseau social, TikTok, Instagram, ce que tu veux, tu vois, c'est comme quand tu vas chercher des champignons dans la forêt, quoi. Soit tu tombes sur un bon champignon, tu peux le manger, soit tu tombes sur un mauvais champignon, c'est pareil, quoi. Soit tu tombes sur un truc réel, soit tu tombes sur un... Exactement. Tu vois. Et la différence... on va développer peut-être un 6e sens, tu vois, de fact-checking. De fact-checking. Oui, c'est possible. Non, mais en tout cas, ça implique que si tu veux de l'information qualitative, tu dois faire un travail... Tu dois te mettre en alerte. Tu dois te mettre en alerte et tu dois faire du fact-checking, croiser tes sources, et c'est un travail intellectuellement actif et qu'il faut faire. Et puis, c'est ça. Il faut pas être passif en fait devant ton écran. Il faut que tu sois actif, mais cérébralement, quoi. Exactement. Je sais pas si ça se dit, mais exactement. Et c'est hyper important dans une société où surtout où on est inondé de marketing et tout. Enfin, moi au quotidien, en plus dans l'IA en particulier, t'as tellement d'actualités chaque jour que en fait. Déjà, moi, tous les jours, je vois une actualité en disant « Midjourney est mort, elle a été remplacée par telle IA et tout machin ». C'est la guerre de l'information dans l'IA. Et du coup, à chaque fois, je me dis « Ok, Midjourney est mort, je me renseigne un peu sur le nouveau modèle, je vois un peu ce qui sort, je le teste, je fais mon truc et je change pas mon workflow, je continue à bosser avec Midjourney. Et si à chaque fois, je devais résilier mes abonnements IA parce qu'on me dit qu'une nouvelle IA est... Enfin bref, c'est la même chose pour tout le reste, quoi. C'est clair. Alors, c'est quoi tes projets futurs pour Démence Film ? Il y a des choses qui vont sortir, dont tu as envie de nous parler Voilà, aujourd'hui, alors mes journées... Fais un peu ta promo, là. Ouais. En fait, j'ai beaucoup de projets qui arrivent. En fait, en ce moment, je suis dans une période vraiment très charnière où en fait, je travaille beaucoup pour vraiment mettre les bases du développement du studio IA. D'accord. Donc en fait, je fais beaucoup de projets. Les outils évoluent très vite. Je pense qu'il va y avoir un moment où il va y avoir un ralentissement des innovations. Ouais. Quand on sera arrivé à un certain niveau de qualité, il y aura des nouvelles sorties, mais je serai pas obligé d'être en alerte permanente pour tester les nouveaux outils et tout ça. Je pense que ça va se calmer. Je suis en train de développer beaucoup mon réseau de clientèle et je suis en train de développer beaucoup mon réseau de prestataires et du coup de développer aussi la structure interne de ma boîte où je dois avoir une réflexion
sur qui j'internalise, quelles compétences j'internalise, Ouais. comment on structure un studio IA en fait, qu'est-ce que ça Il demande. y a des exemples, il y a des studios qui existent déjà, ou peut-être pas en France, à Alors, l'international, sur lesquels tu peux. C'est très très récent. C'est récent, ouais. Et je sais qu'il y a quelques studios qui se sont formés sur ce principe-là, notamment aux États-Unis, il y a 1 an, on va dire. Je sais qu'il y a des tentatives en France et des studios qui sont d'ailleurs déjà là en France. Je pense notamment à Détroit qui est là. Il y en a d'autres aussi. J'ai le sentiment, de ce que j'en connais, qu'aujourd'hui on est sur un modèle un peu de catalogue de réalisateurs et pas forcément sur un modèle d'agence en soi. Donc on est plutôt presque sur un processus de proposition de valeur de boîtes de production, en fait, comme moi, au final. Et tu as pas mal de boîtes de production qui font la transition, qui commencent à faire des projets en IA et tout ça. Mais des projets full IA, je pense qu'il doit y en avoir, mais je pense qu'ils sont tous au même stade que moi. C'est-à-dire, on est en train de... Expérimental. Ouais, on est en train d'itérer sur le truc et voir quel est le truc. Parce qu'en fait, l'IA pose aussi une énorme question de la proposition de valeur. C'est-à-dire que, en gros, comme ça aplatit les compétences techniques, où est la valeur et à combien elle se chiffre. C'est-à-dire que la valeur est en train de migrer beaucoup vers l'idée, par exemple, puisque les outils sont plus faciles à prendre en main. Du coup, si la proposition de valeur est en train de migrer vers l'idée, il y a l'idée que peut-être que la proposition de valeur doit être au sein des agences de communication, mais en même temps, il y a aussi l'idée qu'une boîte de prod peut aussi, du coup, prendre aussi ce rôle de l'idée. Donc voilà, je pense qu'il va y avoir une sorte d'hybridation entre le marché de la production et le marché des agences sur l'IA. Donc je suis beaucoup là-dessus sur la partie commerciale. Et après, du coup, je développe beaucoup mes projets fiction. Donc j'ai mon premier court-métrage que j'ai tourné il y a un petit moment maintenant, il y a 2 ans, que je vais lancer en circuit festival. Donc ça me demandait un petit peu d'argent, donc c'est pour ça que j'avais mis un peu en stand-by ça. J'ai développé aussi des projets de clips, notamment autour de l'univers de la danse avec une chorégraphe. Donc j'ai fait un... Oui, de Bordeaux, j'ai vu. J'ai fait un clip sur de l'opéra. Ouais, c'est ça. J'ai fait un clip sur tout en haut de la flèche Saint-Michel. Oui, très beau, ouais. Merci. Et du coup, c'est un projet qu'on aimerait bien développer dans d'autres lieux. Donc pareil, c'est un projet qui est un peu en stand-by parce que j'ai beaucoup de boulot, mais c'est un truc qu'on va développer. Enfin, il me tient vraiment à cœur de garder cet ancrage tournage réel. Et du coup, à ce titre-là, je développe aussi deux projets de documentaires. Un premier projet où, en gros, je travaille avec un dresseur sur mes tournages réels, dresseur d'animaux, qui, il y a 10 ans, avait fait un voyage, avait traversé la France en roulotte avec ses 2 filles de 10 ans. Donc lui, il vient plutôt du spectacle équestre à la base. Ouais, d'accord. Et du coup, justement, il faisait un peu des spectacles itinérants et tout ça. Et en fait, ça a été vraiment formateur dans leur vie de famille. Et du coup, il aimerait bien reproduire l'expérience là, 10 ans plus tard, à une nouvelle étape. Ses filles sont parties de la maison et tout. Et voilà, refaire ça avec ses 2 filles. Donc moi, je partirai éventuellement avec eux pendant 1 mois et je documenterai ce voyage. Donc là, on est vraiment à l'opposé de l'IA. C'est vraiment du tournage réel, réaliste et tout ça, dans un mode de vie lent, justement, à l'opposé des projets qui sont faits en 3 jours. Et donc j'ai ce projet-là, et aussi j'ai un projet sur une artiste queer que j'ai rencontrée en festival à Budapest, qui est une artiste iconique de la scène queer berlinoise, et qui en fait participe à développer des clubs queer à Vilnius. Donc sous le prisme de la menace russe, évidemment, avec la guerre ukrainienne et tout ça, les pays baltes sont les premiers impactés par cette menace d'invasion russe, en sachant que sa famille à elle, donc ses parents, étaient eux-mêmes des dissidents russes expatriés à Berlin. Donc j'ai aussi ce projet de documentaire-là. Et ensuite, un dernier pan de ce que je suis en train de développer, c'est des projets vraiment de création hybride IA film. Et du coup, là, je compte m'associer avec un réalisateur avec lequel je bosse depuis 10 ans pour commencer à faire des premiers projets où on est sur du tournage réel et on augmente le tournage par l'IA, dans cette perspective de ce que j'ai parlé tout à l'heure, en tant que petite prod, comment on prend en main des projets fantastiques, des projets SF, des projets pendant 10 ans, j'ai écrit des projets que j'ai ensuite rangés dans des tiroirs parce que je me disais, peut-être que si un jour je suis à Hollywood, je pourrais développer ces projets-là. Aujourd'hui, plus besoin d'être à Hollywood, on peut le faire ici. Donc on va commencer à développer des premiers petits projets de court-métrage. D'abord, projet court à destination des réseaux sociaux,
puis des projets un peu plus longs, 20 minutes, et voir si derrière ça peut nous amener vers des projets longs métrages, séries, ce genre de choses. Il y a un site internet pour Démence Film où on peut voir un peu ce que tu fais Ouais, on peut, tous mes projets, donc avec un petit temps de retard, puisque du coup, c'est le temps qui sortent et tout ça, mais genre, on va dire, toutes mes sorties finissent sur mon film www.demence, donc DEMENCE-film avec un S.fr. Ok. Voilà. On mettra en lien le site internet, comme ça vous pourrez aller voir un peu ce que Christophe et après je partage aussi réalise. beaucoup de choses, un peu aussi à visée pédagogique et tout ça, sur l'IA, les actualités et tout ça, Cool. sur mon profil LinkedIn. Donc, Sur LinkedIn. Ouais, sur Christophe Maia Michon. On mettra le lien aussi. Ouais. Merci beaucoup Christophe pour cette discussion inspirante sur l'intelligence artificielle et la production cinématographique, c'était cool. Je suis très content de t'avoir reçu dans Éclosion. Et c'était un vrai plaisir. Et je te souhaite une bonne continuation, peut-être qu'on se reverra dans... Combien de temps ça faisait qu'on s'était pas vu, croisé ça fait un long moment, peut-être 10 ans. 12 ans. Ouais, Okay. 10 ans. Et bien dans 12 ans on refera un podcast effectivement sur comment créer les mondes entièrement. On sera peut-être dans un monde d'intelligence artificielle. Exactement, mon chat des machines. Voilà, c'est ça. J'espère pas, je ne le souhaite vraiment pas. Non, moi non plus. Allez, écoutez, je vous souhaite une bonne journée. Et si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à mettre une petite étoile, un petit j'aime, un petit commentaire. Et on se retrouve d'ici une quinzaine de jours pour un prochain épisode d'Éclosion. Merci de nous avoir écoutés. À bientôt.